premier temps d'une semaine consacrée à l'histoire du Liban à l'occasion du Salon du Livre qui se tient cette semaine et encore le week-end prochain à Beyrouth. Demain, nous vous proposerons de réécouter un documentaire de Christelle Le Polotec et Anne Fleury sur le Liban tel qu'il a été vu et vécu par ceux qui ont voyagé au Liban entre 1970 et 1985. Fascination trouble parfois de cet Orient juste avant et pendant la guerre civile. Mercredi, nous nous souviendrons que des dizaines de militaires français du contingent des Casques Bleus au Liban moururent en octobre 1983, il y a 30 ans, dans l'attentat de l'immeuble du Drakkar. L'historien Jean-Charles Geoffrey commentera les témoignages des anciens Casques Bleus qui nous raconteront ce qui s'est passé ce jour-là et leurs sentiments sur ces événements. Jeudi, nous débattrons avec Gérard Khoury, Carla Aidé et Yann Bouira de l'expédition française de 1860 au Mont-Liban qui marqua un moment fondateur de la présence occidentale dans cette région du monde. Et aujourd'hui, à l'occasion des 24 heures autour du livre sur France Culture, nous recevons l'éditrice Mira Prince, libano-française. Elle a repris il y a 15 ans de cela la grande maison d'édition orientaliste Goettner. Avec elle, nous parlons de l'actualité et de l'avenir de ce type d'édition, mais aussi de l'évolution du regard scientifique sur l'Orient depuis plus d'un siècle. Mira Prince, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors ce chez vous, c'est un chez vous collectif, pourrait-on dire, puisque c'est une grande maison d'édition orientaliste que vous dirigez maintenant depuis quelques années, mais déjà, qui s'appelle Goettner, qui se situe dans un quartier de Paris bien connu de tout le monde, le quartier Montparnasse, mais qui a toujours été plus ou moins dans ce 6e arrondissement, même si là on est tout près de Montparnasse. C'est le 6e arrondissement qui accueille depuis la création, ou presque, cette maison Goettner. Et la création, ça remonte à loin, puisque c'est en 1901. Tout à fait. La maison d'édition a été fondée en 1901, mais la librairie a été fondée en 1914. Et effectivement, elle a vu le jour rue Debussy, rue Jacob, rue des Beaux-Arts. On a toujours été dans le 6e. On était depuis 1934 à la rue Vavin, au 12 rue Vavin, pas très loin d'ici. Et là, on est au 16 rue de la Grande Chaumière. Donc, on est dans le 6e, on est chez nous. Et je crois, comme beaucoup de maisons d'édition, entre le 5e et le 6e, autour du Luxembourg, il y a une respiration comme ça des livres qui restent notre petit pays. Alors, expliquez-nous ce qu'est une librairie orientaliste, en l'occurrence, parce que c'est un terme qui apparaît un peu désuet aujourd'hui, Mira Prince, mais que vous avez tenu à conserver pour qualifier cette librairie, donc créée, cette maison d'édition créée en 1901. Alors, autour du terme orientalisme, on connaît le fameux travail d'Edouard Saïd, toute la polémique autour du mot orientalisme, parce que désuet, parce que lié au début du XXe siècle, parce que lié à une histoire coloniale, parce que il y a une mise en place d'un paradigme qui s'appelle un Orient. Donc, qu'est-ce que l'orientalisme aujourd'hui ? C'est un vaste débat. On a d'ailleurs sorti un petit collectif sur les orientaux face aux orientalismes, c'est-à-dire que pour visiter et revisiter cette acception du mot, il faut l'avoir dans le temps et dans le côté diachronique. Donc, les études orientalistes sont des études sur l'Orient, l'Orient étant très vaste. Nous avons proche, moyen et extrême-orient. Chez Goettner, il y a même des ouvrages sur le Maghreb, donc l'Occident musulman. Donc on est toujours à l'Orient de quelqu'un, disait Frédéric Goettner, et j'ai retenu la leçon. Mais c'est vrai qu'on a même des ouvrages, par exemple, sur les langues d'Afrique noire, parce que le colonialisme a été aussi en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Donc, l'orientalisme, vous voyez, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses, qui recouvre une époque. Et j'ai essayé d'opérer un petit glissement sémantique, j'aime à le dire, de l'orientalisme vers les études orientales. Donc, comme on n'est pas dans le déni, c'est vrai que la dénomination, c'est la Société Nouvelle Librairie Orientaliste Paul Goettner, c'est très long. Aujourd'hui, je dis les éditions Goettner parce que c'est une marque de fabrique.
Mais Göttner donc est un lieu où on a des études sur l'Orient, des études qui coexistent, des études berbères, des études juives, des études arabes et islamiques, arabes chrétiennes orientales, des études sur l'hindouisme, sur le bouddhisme. Donc voilà, donc il y a les religions, il y a les civilisations. Alors, on peut dire que c'est effectivement un type de librairie qui correspond beaucoup à l'érudition du 19e et du début du 20e siècle. D'ailleurs, Göttner, c'est comme ça qu'il la fonde. Paul Göttner est un Prussien au départ, qui prend la nationalité française quelques années de la Première Guerre mondiale. Il va d'ailleurs être contraint de la faire, cette Première Guerre mondiale, même s'il ne la fera pas sur le front, mais qu'il partira au Maroc auprès de Lyautey en particulier. Mais on se dit, c'est un type de librairie, c'est un type d'édition un peu à l'ancienne, pourrait-on dire, extrêmement savante, des publications savantes, avec beaucoup d'appareils de notes, beaucoup de bibliographie. Cela correspond à une époque, mais vous tentez justement depuis que vous avez repris ce fonds Göttner en 1998, Mira Prince, vous tentez de renouveler cette problématique. Oui, parce que en fait, il faut voir que même dans le cadre même des disciplines, quand Göttner avait commencé, il avait fait un premier catalogue d'économie, de droit. Et petit à petit, donc le contexte colonial aidant, il est arrivé à faire des manuels de linguistique, il est arrivé à faire des ouvrages concernant l'anthropologie, donc, et sur les religions et sur l'archéologie. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les disciplines aussi évoluent. On voit que dans les sciences sociales, par exemple, on parlait d'ethnologie, d'ethnographie, que la sociologie elle-même a muté dans ses conceptions de sociologie qualitative et quantitative. On est passé à l'anthropologie. Donc, vous voyez que les disciplines elles-mêmes évolue. Et donc, je pense que le rapport à l'histoire et le rapport aux références historiques, on est toujours dans les mêmes modes de fonctionnement, c'est-à-dire que la culture savante, elle est là, elle sera toujours là. Je pense qu'on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. C'est vrai qu'elle ne s'adresse pas au plus grand nombre. C'est vrai qu'il y a chez Göttner une exigence de rapport au texte, ce qu'on appelle l'exotique, de rapport au texte traduit, au rapport à la contextualisation du texte. Il y a le texte et son contexte. On n'est pas dans le roman, on n'est pas dans les ouvrages de propagande, on est dans des ouvrages de fond. Et je pense que ce rapport à la connaissance, j'ai voulu le revivifier. Il existait. L'héritage était très lourd parce que c'était très compliqué de rentrer dans une entreprise qui était quand même à caractère familial, qui avait un nom, qui avait une marque. Et il faut dire que Göttner faisait partie des 10 plus grandes maisons d'érudition du monde. Et elle en fait toujours partie. Elle a une petite plateforme, mais elle a une réputation internationale. Et c'est cela qu'il fallait préserver. Alors, vous nous mettez un peu l'eau à la bouche, Mira Prince. On est donc dans cet ensemble de chambres qui sont rassemblées donc aux 16 rue de la Grande Chaumière, qui vous servent de siège à Göttner. Et on est devant de très belles bibliothèques 19e siècle, on peut dire, dans laquelle on a beaucoup d'ouvrages. Est-ce que vous voulez bien nous en ouvrir une pour qu'on voit un peu, ne serait-ce que peut-être donner les titres de certains de ces ouvrages qui permettent justement de se rendre compte de ce qu'a été Göttner, de son importance dans cette histoire de l'érudition et cette histoire de la librairie érudite. Mira Prince, alors voilà, alors là, au hasard presque. Au hasard. Là, on se trouve devant une étagère où il y a tout le sud-ouest sémitique avec tout le côté archéologique, où on va trouver les manuscrits coptes et coptes arabes illustrés qui vont jouxter, par exemple, la contribution à l'histoire de Tripoli et de sa région à l'époque des croisades. On va avoir l'art funéraire d'Ehan, on va avoir les textes littéraires de Suse. Donc, un très grand livre, effectivement, qui date de 1974, donc relativement récemment. Les églises de villages de la Syrie du Nord, qui témoignent peut-être d'une époque un peu passée, puisqu'on ne sait pas si ces églises de villages subsistent encore et ce qui est en train de se passer en Syrie. Et puis, on voit les manuscrits coptes et arabes illustrés, vous l'avez dit, de M. Leroy, les figurines anthropomorphes en terre cuite de l'âge du bronze en Syrie, de Leila Badré, par exemple. Leila Badré, oui, qui est archéologue libanaise, justement. Et on aura les écrits de Séric, Scripta Varia, Scripta Numismatica. On a quelques
revues sur Athar Iran, qui sont des revues de fouilles en Iran. On aura aussi un ouvrage sur la religion des judéo-araméens d'Éléphantine, des ouvrages d'égyptologie, des ouvrages sur le théâtre à Byzance, Soulier de Morand. On va ouvrir peut-être celle-là où on a des ouvrages un peu plus monographiques. Et donc, on va avoir par exemple le Sahih de Bukhari, qui est un facsimilé introduit par Lévi Provençal, donc Bukhari qui est un grand exégète du Coran. Lévi Provençal, un grand spécialiste de l'Espagne musulmane, entre autres, et de cette région. Et puis, c'est un ouvrage qui date de 1928, celui-ci. Tout à fait. Je me permets de le sortir donc pour le feuilleter. Donc... Alors, effectivement, c'est un facsimilé complet qui, à l'époque où il n'y avait pas encore le net, devait avoir une utilité absolument extraordinaire, puisqu'on a la reproduction de ce manuscrit. Je ne peux pas le lire, évidemment, parce qu'il est écrit en arabe ancien. Mais l'introduction est en français, voilà. Et avec, bien sûr, des insertions en arabe. On a, bien sûr, les ouvrages de Fraser, Sir James Fraser, qui était le grand auteur Goettner, avec du Mésil. On a... le Baron d'Erlanger, avec la musique du Baron d'Erlanger, la musique arabe du Baron d'Erlanger, qui était une grande production sur la musique jusqu'au Congrès du Caire. Donc voilà, c'est un héritage qui compte à peu près 800 titres. Alors c'est un héritage un peu particulier parce que c'est un héritage aussi qui nous rappelle cette grande tradition érudite, de l'orientalisme français, dont on peut dire tout de même qu'elle s'est un peu émoussé, même s'il y a encore des gens qui travaillent sur l'Orient ou sur les Orients. Je crois que vous aimez beaucoup ce terme des Orients, Mira Prince, voilà. Il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là, mais peut-être pas avec cette vision encyclopédique. Vous avez cité des noms, Lévi Provençal ou encore Fraser ou Dumézil, qui eux avaient cette dimension encyclopédique, c'est-à-dire qui brassaient des tonnes et des tonnes de références, de lectures pour leurs propres travaux, en l'occurrence. Oui, c'est-à-dire que la dimension encyclopédique, je crois qu'on ne peut pas en sortir. Le tout, c'est il ne faut pas rester à la surface des choses, on navigue. Le monde de l'érudition est un océan. C'est l'océan de la culture. On y navigue. Parfois, on navigue à vue. Parfois, on ne voit pas où est-ce qu'on va. Une des pistes, par exemple, de travail a été qu'il y avait des lieux qui étaient complètement obscurs, par exemple les études syriaques. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose sur les études syriaques. Et donc, en naviguant à vue, je m'étais dit, il faut constituer là un lieu de connaissance, un lieu de culture, par exemple sur les études syriaques, qui étaient absolument absentes dans la cartographie Goettner. Alors, cette cartographie Goettner, on en a quelque chose derrière vous, parce que vous avez gardé dans ce bâtiment ici un cadre dans lequel on voit une très belle reproduction, une gravure en couleur de 1922. Oui, donc, sur l'exposition coloniale. Voilà. Exposition nationale coloniale de Marseille en 1922. Et qu'est-ce qu'on y voit? Le Grand Prix est remis à monsieur Paul Goettner, donc justement éditeur à Paris. Voilà, on a vraiment une illustration de l'époque. Je la garde parce que je considère, même si, comme vous le voyez, l'illustration est un petit peu datée et on connaît un petit peu ces références iconiques du monde colonial, avec le cavalier arabe, des personnes de couleur à droite. Et puis la République. La République, et puis des trophées, et puis des lauriers, etc. Je la garde parce qu'on n'est pas dans le déni. L'histoire se fait avec de la couture, avec des reprises, on tricote, on revient. J'aime à utiliser cette métaphore parce que l'écriture de l'histoire, c'est vrai que la plupart du temps, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est vrai que dans l'orientalisme, il y a ce problème de croisement de vues. Alors parfois, on a des regards croisés, mais parfois aussi, on a un dos à dos. Il faut le savoir, et il faut l'écrire, et il ne faut pas avoir honte de le dire. Donc, je garde cette illustration parce que je considère que dans l'histoire de la maison Goettner, il ne fallait pas être dans le déni de ce qui a fondé cette maison, et comment cet homme, Paul Goettner, qui a quand même osé, lui, prussien, né à Leipzig, prendre la nationalité française à la veille de la Première Guerre mondiale. Sachant aussi qu'il a eu un parcours quand même assez mouvementé
par rapport à ses origines, donc protestants, juifs, de grands points d'interrogation. Je n'ai pas encore le fin mot des choses. J'espère qu'un jour, on pourra travailler sur les documents remis par M. Goettner à l'IMEC pour voir aussi toutes les correspondances que Paul Goettner a pu avoir avec les uns ou avec les autres et connaître un peu plus l'histoire de cette maison. Alors oui, c'est étrange parce que vous dites je ne suis pas dans le déni, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on aurait plutôt tendance à mettre ça au fond d'un placard ou alors à avoir un regard un peu ironique par rapport à cette question-là. Vous dites non, c'est pas la peine d'avoir un regard ironique. Non. Ce Grand Prix donc pour l'exposition coloniale de Marseille en 1922, ça fait partie de cette histoire. Ça fait partie. Très longtemps, on a eu le buste de Paul Goettner. Il y avait un petit côté désuet, mais sympathique. Il était là, il était avec nous. Et je crois que, non, pas le déni, parce que je crois que dans les études, par exemple, postcoloniales, dans certains écrits qui sont beaucoup plus revanchards, on a une écriture de l'histoire qui est une écriture beaucoup plus passionnelle, ce que je comprends. Mais peut-être c'est mon côté libanais, peut-être que c'est mon côté non complexé d'avoir été dans l'histoire de ce pays, peut-être sous mandat, et ayant bien pris en charge des contradictions, les contradictions de la France et les contradictions du Liban. C'est peut-être cette prise en charge, parfois des contraires, qui fait que je ne suis pas dans le déni, je suis dans la raison critique. Voilà. Alors, dites-nous d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de Paul Goettner, mais vous êtes la directrice de ces éditions aujourd'hui. Vous êtes donc celle qui représente cette maison d'édition un peu partout dans les salons du livre du monde entier. Mira Prince, comment vous en êtes venue là? Parce que tout compte fait, vous êtes franco-libanaise, vous avez fait des études d'architecture, vous êtes architecte. Je suis architecte. Vous avez donc pendant une dizaine d'années dirigé un cabinet d'architecture. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'orientalisme, à cette librairie Goettner, et donc à investir avec d'autres dans une librairie qui, il faut bien le dire, dans les années 90, n'allait pas très bien au point de vue financier? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, je pense qu'on peut dire que j'aime à dire que c'est un conte oriental, mais maintenant je vais arrêter d'être dans le récit. Je serais bon, je suis plutôt une femme de l'écrit plutôt que de l'oral, mais je me prête volontiers à cet exercice pour expliquer à tout un chacun que les histoires de vie sont des histoires d'hommes et de femmes qui portent des projets. Ce projet m'a beaucoup intéressée, a intéressé notamment une Libanaise qui était amie de M. Goettner et qui a compati avec ses problèmes, et puis qui, à un moment donné, s'est dit « c'est pas possible, tout part en fumée ». Cette maison allait disparaître. Donc, il y a eu une mobilisation. Alors, moi, je venais du monde de l'architecture. J'ai fait des études donc, d'architecture et de sociologie, d'anthropologie, de manière conjointe. Donc, je suis architecte et sociologue, mais je me définis plus comme architecte. Arrivant, j'avais une sœur qui faisait une thèse de psycholinguistique et elle avait beaucoup de références chez Goettner. Et quand j'ai vu que cette maison allait disparaître, j'ai considéré que c'était vraiment dommageable pour la culture française et pour la culture de ces régions. Et voilà, c'est une histoire, c'est une aventure intellectuelle, mais une aventure du cœur. Et j'aime à dire que si je m'y suis lancée corps et âme, c'est parce que c'est l'histoire d'un voyage intellectuel, mais aussi d'un engagement. Alors, refermons peut-être cette bibliothèque à cet endroit-ci pour aller juste à côté, à 2 mètres d'ici, donc dans la même pièce, bien évidemment. On se déplace pour aller vers une autre bibliothèque, peut-être plus moderne, qui nous raconte une autre histoire, c'est-à-dire, vous êtes arrivé en 1998, c'est cela, Tout à fait. Mira Prince, à la tête de cette maison d'édition Goettner, et vous avez commencé à publier de nouveaux ouvrages. Alors, on va ouvrir cette bibliothèque, si vous le voulez bien. Et alors, vous nous les présentez. Oui, je vais vous les présenter, mais juste vous dire aussi que dans la démarche, comme j'arrivais du monde du bâtiment, là aussi, je n'avais pas de complexe, parce que je suis arrivée dans un monde qui intellectuellement m'apportait beaucoup, peut-être contrairement au monde du bâtiment où on a une respiration artistique plus intéressante, mais aussi l'architecture est un art qui est soumis au capital. Donc très fatigant, vraiment très fatigant. Donc j'arrivais aussi avec peut-être des méthodes. Et la méthode du projet, expérimentée en architecture, expérimentée au niveau des chantiers, le rapport à la matière, c'est ce qui a fait que dans ma démarche,
être confronté à un projet de livre était d'une certaine façon une chose aisée par rapport à la complexité du bâtiment où il y avait parfois 22 entreprises. Voilà. Donc ça vous a paru simple? Ça m'a paru au début faisable et simple. Et justement, c'est le modèle des études de faisabilité que j'avais vraiment utilisé en architecture qui là prenait toute leur place. Donc du point de vue méthodologique, j'arrive dans un endroit où je n'avais pas de repères. Je pense que j'étais très intimidée lorsque j'ai vu Monsieur Goettner, Frédéric Goettner, les premières fois avec Madame Elhazen. Je pense que j'étais même ignorée, j'étais un petit peu dans un coin, je regardais les rayonnages et je me suis dit j'y arriverai jamais. Comment rationaliser tout ce monde, toute cette cartographie? Et puis j'ai fréquenté les étagères, j'ai fréquenté le fond, j'ai fréquenté les difficultés de la compréhension de comment s'est construit ce savoir ancien. Et là, je me suis dit, il y a un moment, avec la production récente de M. Goettner, il n'y avait plus la même impulsion. Il y avait peut-être des conditions financières difficiles, mais il y avait aussi des conditions de production, puisque les universités avaient beaucoup repris le flambeau au niveau de l'édition. Donc les maisons d'érudition battaient un petit peu de l'aile. Et je m'étais dit, je vais revivifier. Je ne veux pas être libraire d'anciens. Je ne veux pas faire que de l'antiquariat. Je voudrais... Et c'était un pari, parce que mes associés, qui étaient partis pour le sauvetage, entre guillemets, de Goettner, étaient des bibliophiles, aimaient l'ancien. Et s'était dit, écoutez, au pire, voilà, on vendra les fonds anciens, on restera sur l'ancien, ce sera... Et moi, ça ne m'intéressait absolument pas. Alors, il y a quelque chose de tout à fait net, c'est qu'il y a un changement radical, pourrait-on dire, qui se voit sur la couverture de ces livres, on peut dire déjà. Les livres que nous avons feuilletés tout à l'heure sont des livres effectivement extrêmement simples, une couverture beige, ouverte, pâle, avec le titre et le nom de l'auteur écrit en noir à l'encre dessus. Et là, dès qu'on ouvre cette bibliothèque, qui est la bibliothèque plus récente de chez Goettner, on s'aperçoit effectivement que vous êtes entré dans le milieu de l'édition contemporaine, que ça n'a plus l'allure d'une libraire d'anciens, mais qu'on a des livres qui correspondent à ceux qui se publient un peu partout ailleurs, dans d'autres maisons d'édition, en particulier des maisons d'édition généralistes. C'est ce que vous avez voulu, vous rapprocher, ou alors... faire en sorte qu'on soit moins effrayé en tant que lecteur face à ces couvertures qui, effectivement, sont des couvertures d'ouvrages relativement savants tout de même. Oui, alors, en fait, c'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu garder les verts gris, les roses pâles, les bruns sous-déclinés. On a gardé quand même une sobriété centrée au niveau des compositions de nos couvertures. On n'est pas très flashy, entre guillemets. On reste quand même, là par exemple, vous voyez, pour la pensée religieuse en islam contemporain, c'est sobre, avec un motif pris des tapis marocains de Prosper Ricard, par exemple. Sur les orientaux face aux orientalismes, c'est le problème du regard. Donc on est dans l'utilisation, par exemple, d'un papyrus en fond. La référence ancienne est quand même là. Elle est peut-être un peu plus ténue, elle est un petit peu plus allusive, mais elle reste là. Pour citer Invisible, qui est le dernier en date, et pour moi vraiment une fierté, parce que M. Margueron avait fait un ouvrage sur les palais mésopotamiens qui était sa thèse. Et là, on vient de sortir, et ça fera l'objet d'une conférence à Beyrouth le 8 novembre, un ouvrage qui, à mon avis, sera vraiment un ouvrage qui fera date sur ces cités qui sont des cités enfouies, que ce soit Byblos, Ebla, Émar, Larsa, Babylone. Et il y a tout un travail sur la typologie de ces villes pour en comprendre... la formation, la compréhension géographique, formelle. On est près de l'architecture qui vous a formé tout de même. Tout à fait. C'est l'urbanisme du Proche-Orient ancien. C'est très technique, mais en même temps, je pense que c'est indispensable. C'est une base de données raisonnée. Voilà. Alors, ça s'appelle donc les cités invisibles, la naissance de l'urbanisme au Proche-Orient ancien, approche archéologique.
chez Goettner. On y trouve aussi des livres dont on parlera sûrement pendant cette semaine, puisqu'on va évoquer la question de l'histoire de Beyrouth et l'histoire du Liban, le patrimoine en Syrie au Liban sous le mandat français de Guillaume Ségré, une histoire de la législation, ou encore Yann Bouira, la France et les Maronites du Mont-Liban, naissance d'une relation privilégiée entre 1831 et 1861, et puis des ouvrages évidemment d'autres auteurs qui sont très nombreux ici. Est-ce que le fait que vous soyez libanaise, en l'occurrence franco-libanaise, en l'occurrence Mira Prince, a fait que vous avez donné un petit coup d'accélérateur du côté du Proche-Orient, de cette région du Moyen et du Proche-Orient, alors qu'effectivement, vous l'avez expliqué, Goettner s'était intéressé géographiquement à des espaces beaucoup plus vastes, allant jusqu'à l'Asie antique. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que, en fait, non, vous avez maintenu l'héritage et la tradition un peu partout? Alors, deux choses. Moi, j'aime à dire que je suis libano-française, pas franco-libanaise, parce que quand j'ai ouvert les yeux sur les arpèges du ciel, c'était les arpèges du ciel libanais. Donc, voilà, ça c'est la libanaise qui parle. Et française, française de culture, française de conviction, par rapport à mon entendement, par rapport à mon raisonnement. Donc, j'assume et je revendique les deux. Mais dans l'ordre de la précédente, donc libano-française. Pour la production sur le Liban, oui. Oui, parce que j'ai une vingtaine d'ouvrages sur le Liban. Il y a un ouvrage de Georges Corme qui est une réimpression sur le pluralisme religieux dans le bassin méditerranéen. Il y a eu un ouvrage épuisé maintenant sur les identités composées, avant les identités meurtrières, donc de Georges Darer. Il y a eu un ouvrage sur le vivre ensemble, sur une expérience intéressante d'un village maronito-chiite qui n'avait pas subi la guerre. Et donc, c'était en contrepoint du discours tout le temps sur la guerre et sur la mémoire de la guerre. Donc, oui, des choses sur le Liban, un ouvrage sur la société de Zrarta de Antoine Doyer, un ouvrage aussi sur l'époque chéhabiste de Jean-Marc Feuvret. Oui, et puis un dernier en date de Abdallah Liafi, qui était notre ministre, une thèse écrite en 25 sur la condition de la femme dans le droit musulman, mais je pense que ce sont des choses qui restent totalement d'actualité. Donc une vraie réflexion sur le Liban et sur ses contradictions, mais il y a une vingtaine d'ouvrages et j'en ai fait à peu près 250. Donc oui, vous voyez, c'est bon, de l'ordre de 10%. C'est une petite partie. Oui, c'est une petite partie, mais elle est significative dans la mesure où, j'allais dire, ma distance critique est plus à un niveau d'expertise pour ce pays. Je n'ai pas de prétention de pouvoir apporter la même distance critique au niveau des lectures sur la Chine ou sur l'Inde. J'ai une production sur l'Inde, j'ai une production sur l'Iran, j'ai une production sur le Maghreb qui est là. Et on a un ouvrage sur les Kalantars, beaucoup sur l'Arménie, sur les Juifs de la péninsule arabique. Voilà, donc il y a quand même sur l'Égypte littéraire. On a le Proche-Orient dans toutes ses extensions, mais on arrive quand même jusqu'à l'Iran d'un côté et jusqu'au Maghreb de l'autre facilement. Alors je vous propose de quitter ces bibliothèques et de nous installer donc plus tranquillement à votre table de travail, une petite table dans votre bureau, en l'occurrence Mira Prince. Et c'est là que nous allons continuer notre conversation. Alors Mira Prince, vous nous avez expliqué l'histoire de cette maison, comment vous étiez arrivé donc à la tête de Goettner. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quel est le marché de ce type de maison d'édition d'érudition. Qui touche-t-on? Comment hérite-t-on de cette histoire? C'est-à-dire, est-ce qu'on remet encore en vente des ouvrages très anciens, des années 10, des années 20 ou des années 30 de chez Goettner? Et surtout, quel public atteint-on avec une maison d'édition d'érudition en France, mais également dans le monde? Le public à qui on s'adresse est bien sûr un public plutôt universitaire. Ça peut être aussi un public de bibliophiles qui aiment les livres anciens. Mais je crois que c'est surtout un public qui a un certain rapport à la connaissance. J'aurais envie de dire que ça peut être tout à fait le tout un chacun qui peut, à un moment donné de sa vie, se poser certaines questions et trouver dans ces maisons des réponses adéquates. Ce sont certainement des réponses qui sont apportées avec sérieux, avec rigueur, et c'est cette rigueur et ce sérieux qu'on voudrait maintenir, parce que
certainement. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère d'Internet, on est à l'ère où c'est vrai parce que c'est dans Wikipédia, donc il y a quand même des problèmes de critères, des problèmes de raisonnement, de catégories. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le rapport à la connaissance. Mais comment en êtes-vous venu là? Vous avez la rigueur de l'architecte, vous nous avez expliqué, vous êtes sociologue, une formation de sociologie, de philosophie de l'art, mais tout compte fait pour savoir, comprendre ce qu'est cette édition justement érudite, quel public il faut toucher et jusqu'où on a le droit, disons, de libérer un peu, de lâcher un peu la bride, tout en restant tout de même une maison sérieuse et reconnue comme telle dans le monde entier. Comment apprend-on cela, Mira Prince? Par affinité, par relation, compagnonnage avec les anciens propriétaires de chez Goettner? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu certainement une passation par fréquentation, je dirais. Frédéric Goettner m'a formé pendant 3 ans. Il m'a appris les petites histoires autour des grandes histoires. Chaque livre, il le prenait, il le humait, il le sentait, il me parlait de la colle. Il n'aimait pas trop les intellectuels, donc c'était pour lui peut-être difficile d'être dans cet environnement. Lorsque j'ai pris un petit peu les rênes de cette maison, je lisais beaucoup, je continue de beaucoup lire. Je suis dans une université perpétuelle et je suis une étudiante perpétuelle. Alors comment choisit-on? Il y a une grille, il y a un travail sur soi aussi, de se dire pourquoi j'accepte tel manuscrit, pourquoi je le refuse, pourquoi telle chose peut être intéressante ou pas. Il y a certaines... on peut déroger de temps en temps, on peut respirer de temps en temps, on a le droit de faire un beau livre parce qu'on a envie de parler de Jérusalem avec des nuages, on a envie de parler d'une épopée, on fera un livre un petit peu complexe sur le voyage d'un héros Sama au ciel. Voilà, donc il y a... j'ai fait un travail a posteriori, et je peux peut-être vous répondre parce que la démarche a été intuitive, la démarche a été artistique parfois. Je n'ai pas honte à le dire. Il y a peut-être eu quelques écueils, il faut le dire aussi. On n'est pas toujours dans une vérité profonde de la pratique. En fait, il y a, pour Goettner, mais je pense aussi dans le milieu de l'érudition, certaines catégories. J'en suis arrivée à les énoncer autour de 7 points. Il y a le problème de la question des origines. Chez Goettner, on a des manuels de langues anciennes. Et vous me parliez du public. Je vois arriver chez Goettner des médecins, des avocats à la retraite, parfois qui me disent on n'a plus envie de voir la télé le soir, on a envie de se poser les vraies questions, les bonnes questions, les questions qui font qu'on se penche sur nos origines, sur notre façon de penser, notre façon de fonctionner, sur nos civilisations, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout un chacun a droit à la connaissance et c'est tout un chacun. Alors il faut parfois ne pas attendre la retraite quand même. Et parfois... je suis très surprise de voir que certains jeunes arrivent avec une soif d'apprendre. Et je pense que je travaille pour eux. Je travaille aussi pour la promesse des générations futures, parce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde. Sinon, je m'arrête tout de suite. C'est pas... Et ces jeunes, dont 2 maintenant me donnent un grand coup de main, un sur le site internet et un autre parce qu'il est polyglotte et il connaît le hindi et le persan et les langues anciennes, et c'est magnifique de travailler pour ces jeunes, me donnent aussi le sentiment que l'érudition peut être partagée par tout un chacun. Donc ce n'est pas le précaré de certains universitaires ou de certains spécialistes. Cela dit, il y a un problème d'exigence, comme on disait. Donc il y a la question des origines, des écritures, pourquoi le cunéiforme, pourquoi les hiéroglyphes. Bon, c'est un petit peu bizarre, le minoen, etc. Il y a le problème de la construction des savoirs. Et je crois que, notamment pour la problématique de l'histoire, la construction des savoirs est quelque chose de fondamental. Et là, pour reprendre la métaphore de l'architecte, on a une matière qui est l'esprit, qui est l'écriture, qui sont les paradigmes, qui sont les hypothèses. Et c'est cette matière-là qu'on va construire. Donc c'est toute cette construction du savoir qui m'interpelle et qui m'intéresse. Le 3e point, c'est le discours critique. On en a parlé. Je pense qu'il y a une distanciation par rapport à nos propres énoncés, par rapport à notre propre formation, qu'on se doit
on pense la chose et on pense penser la chose. Donc, cette distance critique, il faut l'expérimenter. Donc, le discours critique, avec tout ce qu'il y a comme problème de réappropriation, de confrontation, de disposition, c'est aussi un des critères d'une politique éditoriale et d'une politique d'érudition. Le quatrième point. Le quatrième point, l'aventure de la raison. L'aventure de la raison et les canons de vérité, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est vrai parce que c'est sur Wikipédia. Non, la réponse ne me satisfait pas. Ça peut être vrai parce que c'est sur Wikipédia. Ça peut être vrai. Ouais. Ça peut être vrai. Mais ça n'est pas toujours le cas. Il faut de toute façon avoir plusieurs sources. Il faut confronter les sources. Il faut confronter les références. Il faut partir d'un énoncé et d'une analyse de la situation d'énonciation. Donc l'aventure de la raison, c'est aussi une approche des exégèses. C'est aussi une approche de l'herméneutique. Si vous voulez, le rapport au texte pose les problèmes. Si dans telle religion, les écrits canoniques sont de telle manière, le rapport à la vérité ne se pose pas de la même manière que dans tel autre contexte où ça va être, par exemple, la chaîne de vérité va être, par exemple, le isnad dans l'islam, c'est-à-dire avec une chaîne de véracité. Donc, ça, c'est un quatrième point qui me semble intéressant parce qu'en fait, on navigue aussi. La raison, parfois, arrive à ses limites et parfois aussi, on a le droit, ce que je vous disais, de faire quelque chose par coup de cœur parce que là, on comprend qu'il y a un autre rapport qui peut venir... féconder la raison. Alors, ça n'est pas parce que je voudrais tirer la couverture à votre origine libano-française, en l'occurrence, Mira Prince, mais ce que vous dites sur l'aventure de la raison, quand on est né dans une région comme le Proche-Orient, quand on est né dans cet endroit où effectivement des dizaines de religions se sont séparées progressivement avec des rites qui sont légèrement différents les uns des autres et qui finissent par quelquefois être des rites qui vont être mortifères puisqu'on va s'affronter entre tenants de la même religion. Est-ce que cela a une importance pour vous justement que de travailler sur l'établissement de ces textes, sur les sources critiques qui permettent de les établir parce que justement on a, disons, un critère qui est un critère un peu particulier, qui est le critère justement de l'érudition qui permet de départir un texte d'un autre, par exemple. Oui, je pense que de toute façon, l'expérience libanaise, notamment l'expérience de la guerre, m'a malheureusement beaucoup appris. Et moi, je dis toujours aussi, si elle ne m'a pas détruit, elle m'a construite. Elle m'a construite dans le sens où le rapport aussi aux valeurs est quelque chose d'important. Et le texte est important. Mais j'en viens peut-être au dernier terme, c'est textualisme et oralité. Je crois que le patrimoine oral est très important. Je crois que les épopées, je crois que les légendes sont aussi très importantes. Il y a aussi une attitude d'un peuple. Je trouve que peut-être le rapport à la mémoire des Libanais est à revoir. C'est un peuple vif, c'est un peuple dynamique, c'est un peuple qui a une sédimentation de plusieurs... c'est un peuple composite. Il a une identité composite. Et donc, le rapport à l'autre est compliqué. Et c'est ce rapport à l'autre qui est dans la différence. Et c'est cette pluralité qui m'a beaucoup instruite, qui m'a donné le goût de la richesse aussi de l'autre et de la compréhension de l'autre et de l'écoute de l'autre. Oui, mais justement, c'était comme une médaille à deux faces. On voit bien combien cette complexité libanaise, qui a été longtemps sa richesse, a été, à partir d'un certain moment, son poison, et a fini peut-être aussi à rendre ce pays illisible aux autres, et parfois même illisible à soi-même, en l'occurrence Mira Prince. Certainement, il y a dans l'expérience libanaise un laboratoire identitaire qui est très intéressant. Je crois qu'il faudrait ouvrir nos fenêtres françaises dans la compréhension de ce qui peut se passer. Il y a de l'instrumentalisation, c'est clair, il y a des intérêts, il y a des enjeux géopolitiques, c'est clair, mais il y a aussi un travail à faire sur les compositions sociales, sur les compositions communautaires, et ce qui m'amène à dire que l'expérience du communautarisme, par exemple, n'est pas inéluctable. Moi, j'ai écrit un article et j'ai fait
une présentation au Sénat sur un plaidoyer en conscience sur la laïcité, mais il fallait savoir qu'est-ce qu'on met derrière le terme laïcité. Il y a dans l'expérience libanaise de coexistence de démocratie consensuelle. Il y a des termes comme ça qu'on invente, mais qui sont un petit peu vides parce que la société civile n'existe pas. On est dans une société segmentée. Et ce travail sur la connaissance de cette société, je crois, devrait être fait de manière plus rigoureuse. C'est ce que vous avez appelé dans un numéro des Cahiers de l'Orient que vous aviez dirigé à une époque, les paradoxes libanais, en l'occurrence Mira Prince. Oui, le Libanais peut avoir deux dimensions. Vous avez le savant maronite Gabriel de Sionite ou Elechensis qui va côtoyer le commerçant le plus mercantile. Et puis là, vous avez les deux, l'un à côté de l'autre. Vous pouvez avoir des personnes qui transgressent. Vous prenez un Gibran, Khalil Gibran, qui donne à l'humanité une respiration et une pensée onirique, poétique, qui ouvre des horizons, qui pose même le pas d'un universel humain. Et à côté de ça, vous avez des conflits locaux d'une médiocrité, un clientélisme abject. Donc, la prise en compte de ces contradictions, oui, les paradoxes libanais, c'est un bouquet que j'avais offert dans les Cahiers de l'Orient pour dire que c'est un pays qui est porteur de tout. Et dans ce sens, je dis que c'est un laboratoire identitaire. Et donc, il a effectivement un message à apporter, comme le pape a bien voulu le dire, mais il a une vocation de transgression aussi, parce que c'est un pays anomique et c'est un pays qui est peut-être mal né, mais qui a encore des choses à dire. Alors, je vous ai fait sortir de votre chemin. Vous étiez en train de nous dérouler les principes de base qui étaient, selon vous, les principes qu'il fallait avoir quand on faisait en 2013 une maison d'édition comme Goettner, une maison d'édition donc d'érudition. Nous en étions, vous avez annoncé 7 points. Il faut, pour nos auditeurs, continuer jusqu'au 7e point. Vous nous avez évoqué 5 d'entre eux. Il y avait sources et ressources, je crois. Voilà, il y avait sources et ressources. Donc, référence et liberté, c'était tout le travail par rapport au référencement, c'est-à-dire que un des critères de choix, c'était d'avoir aussi dans les écrits des personnes qui multiplient les références. On va avoir une cartographie intellectuelle en parlant de tel voyageur arabe, par exemple, je dis, je sais pas moi, Ibn Battuta ou Ibn Jubayr, avoir une cartographie de référence. Aujourd'hui, dans les thèses actuelles, on pourrait avoir des références anglo-saxonnes, arabes et françaises qui peuvent aussi se contaminer, être là, coexister ensemble et puis donner certaines matrices pour ne pas être dans la logique uniquement de tel ou tel petit discours bien circonstancié. Oui, alors ça c'est une des forces de l'édition d'érudition, c'est de créer par exemple des bases bibliographiques essentielles qui permettent à tout chercheur donc, une fois qu'il a lu le livre d'érudition, d'aller plus loin, de poursuivre la piste, d'aller jusqu'à repérer tel ou tel article dans une revue américaine, dans une revue russe, pourquoi pas, une revue chinoise, qui traite de ce sujet-là. Donc, c'est aussi un véritable travail, là, d'érudit, au sens le plus ancien du terme. Remontons à Dom Mabillon et à tous ceux qui ont créé l'érudition classique, pourrait-on dire. Mira Prince, ça, c'est une véritable base sur laquelle on peut s'appuyer quand on fait une maison comme la vôtre. On a des sentiments parfois d'être soit des copistes médiévaux, soit des scribes du nestorien, soit il y a quelque chose dans la transmission du savoir. Parfois le mot érudition aussi est un petit peu nous enferme. C'est comme le mot culture. C'est comme le mot culture, c'est comme le mot civilisation peut-être un peu plus large et on s'y sent mieux. Mais c'est vrai que le rapport aux données, c'est une intelligence de rapport au monde et c'est une lecture du monde. Il y a mon 6e point, c'est la tolérance heuristique et je dis entre mémoire et déni. On a parlé du problème de la mémoire et on a parlé aussi du problème du déni. Il faut savoir d'où on vient, où on va et on a le droit aussi de faire de très grandes promenades.
Le côté heuristique, c'est ce qui fait que... Expliquez le terme pour nos auditeurs, parce que c'est un terme compliqué, le terme heuristique. Je vais exemplifier. J'ai par exemple un auteur qui a travaillé sur le déchiffrement d'une langue. Il est totalement contesté. Pourquoi ? Parce que dans les critères aujourd'hui de déchiffrement d'une langue, on va dire il faut qu'il y ait 3000 occurrences pour qu'on dise que cette langue est déchiffrée. Je dis 3000 comme j'aurais pu dire 300. Bon. Et cette personne qui ne fait pas partie du sérail, qui est quand même intéressante, qui est quand même cultivée, va apporter une hypothèse. Moi, je dis, je suis là pour l'accompagner, pour que l'hypothèse se mette en place. C'est un travail heuristique. C'est un travail de la découverte. Après, aux scientifiques, à ses confrères, à ses comparses, aux personnes qui le contestent, d'apporter, d'affirmer ou d'infirmer ce qu'il dit. Donc, vous voyez, on est dans notre pratique éditoriale, confrontée parfois aussi, on prête le flanc. Alors, comme dans l'édition, chez Goettner, on ne traite pas du contemporain immédiat. On a cette possibilité du recul pour revisiter certaines thèses. Je vous donne un autre exemple pour qu'on soit un petit peu plus concret. Chez Goettner, on a eu un ouvrage sur la démonstration des langues sémitiques, une démonstration de la parenté des langues entre les langues sémitiques et les langues indo-européennes. On sait que cette thèse est complètement obsolète aujourd'hui, mais il y a des personnes qui viennent acheter quand même cet ouvrage d'Honora qui date des années 30 parce que c'est un moment de l'histoire des mentalités, que c'est un moment de l'histoire de la linguistique et qui peut servir de référence. Et on peut revisiter certaines hypothèses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on dise que ça fait peur ou ça ne fait pas peur, on parle de grammaire naturelle ou pas. Ça, c'est aussi un exemple pour dire que des ouvrages de chez Goettner, des années 30, des années 40, peuvent encore rester des repères, que les thèses et que le contenu soient validés ou invalidés ou désuets. Mais quel poids quand même sur les épaules de Madame Mira Prince que d'avoir tout cela comme histoire derrière soi, ces conflits savants, cette nécessité entre guillemets d'être à la hauteur, quand on n'est pas soi-même une chercheuse. Vous travaillez sur des domaines tellement vastes, tellement larges. Est-ce que vous vous appuyez sur des directeurs de collection, des spécialistes qui vous conseillent, ou est-ce que vous y allez comme ça, avec votre intuition d'éditrice depuis maintenant plus de 20 ans, enfin presque 20 ans que vous faites ce métier, en l'occurrence chez Goettner? Alors ça fait effectivement 15 ans, je m'appuie bien sûr sur des directeurs de collection. On a une collection qui s'appelle Orient sémitique, où le dernier en date, le dernier ouvrage s'appelle Tuer pour Dieu, rapport à la violence et sa légitimité dans le judaïsme ancien. Un travail qui vient compléter un ouvrage sur les sicaires et les zélotes, un autre sur les christologies maronites, etc. Bon, ça c'est l'Orient ancien. On a Orient chrétien médiéval qui est une autre collection, avec Isabelle Auger, Gérard Dédéan. On a des ouvrages aussi d'une collection des études syriaques. On en est au 10e volume. On sort le 10e volume sur les églises syriaques au mois de novembre, donc juste après le Salon de Beyrouth. Et oui, il y a quand même des collections avec des personnes et des institutions qui sont derrière, parce que je veux bien être une femme orchestre, mais je n'ai pas de prétention d'expertise dans tous ces domaines, notamment le domaine musicologique où on vient de faire un ouvrage sur le santour persan et un ouvrage sur le luth yéménite. Alors, les publics sont diversifiés, j'imagine. Vous vous adressez aux publics locaux. Quand vous traitez de l'Égypte, j'imagine qu'il y a quelques érudits égyptiens qui peuvent être intéressés par ce que vous publiez, outre les spécialistes internationaux sur ce sujet-là. Vous avez la difficulté, j'imagine, de diffuser. Comment peut-on atteindre telle ou telle bibliothèque dans l'Iowa? Comment faire en sorte qu'un spécialiste d'un certain sujet sur l'Orient ou sur la Chine ancienne puisse être au courant de vos publications? Ça fait partie aussi de cette dimension de la maison d'érudition qui peut-être a moins d'écho, moins de possibilités d'écho qu'une maison généraliste bien connue, qu'elle soit dans le monde anglo-saxon ou dans le monde francophone, en l'occurrence Mira Prince. Certainement. Nous sommes dans le cercle de vertu, des choses de qualité. Et donc, c'est vrai que les effets de communication sont peut-être un petit peu moins forts. Moins fortes, c'est clair. Mais on multiplie les événements. On essaye vraiment d'arriver au plus loin. Et je crois que nos auteurs sont les meilleurs ambassadeurs de nos livres.
Et il multiplie les conférences, il multiplie les salons avec moi. Et je crois que cette monstration de ce qui se fait par-delà les mers, moi je dis, je suis là dans mon antre du 6e, mais la connaissance, c'est comme une comète. On a vraiment la queue de la comète qui est partout dans le monde. Donc on se bat pour que ces petits ouvrages, qui sont des petits... Ces grands ouvrages. Ces grands ouvrages, mais peut-être pas à très gros tirage, il faut le dire. Parfois, on se dit... 200, 300, 500, 1000 C'est entre 300 et 1000. Tout dépend, les manuels peuvent être faits à 1000. Des ouvrages d'érudition peuvent commencer à 300 parce qu'on sent qu'il y a un risque ou que le public est très restreint, mais arriver très facilement. Les études syriaques, c'est plutôt entre 600 et 800. Donc, vous voyez, ça dépend de la... voilà, on sent, on jauge, on juge, et puis on réimprime. Et lorsqu'on réimprime, on a une exigence de correction, de relecture et puis d'actualisation. Et parmi donc les endroits où vous allez vous rendre pour justement faire la promotion de vos ouvrages, il y a le Salon international de Beyrouth. Nous y serons aussi en fin de semaine, donc après cette émission. C'est un lieu important, comme d'autres lieux, justement pour promouvoir des ouvrages, et en particulier ceux que vous publiez sur le Liban, j'imagine. Alors Beyrouth est un rendez-vous annuel. On y est depuis une dizaine d'années. C'est un grand moment pour les éditions Goettner parce que c'est un éditeur français qui est repéré comme un éditeur à ce salon qui est plutôt un salon de libraire, malheureusement. Et tous les ans, j'ai envie de dire éditeur français, allez à ce salon. Et c'est un petit peu compliqué. Mais cette année, et depuis l'année passée, on a créé un groupe d'ecdotique. D'ecdotique. Expliquez-nous ce que c'est. Alors le mot ecdotique, donc c'est le travail qui est fait autour de l'établissement des textes. Alors on est donc 4 éditeurs. On a commencé à 5, mais on en a perdu peut-être un en route, mais qu'on va regagner peut-être. Donc les éditions des Belles Lettres, les éditions Vrin, les éditions Drault et Goettner. On s'est rassemblés peut-être pour faire un projet de portail concernant ces textes, puisque ces textes font... Nous, les textes orientaux, pour Vrin, les textes philosophiques, pour les Belles Lettres, les textes de l'Antiquité, donc grecque et latine, et pour Drault, les textes concernant la Renaissance et puis le fond protestant. De dire, voilà, ça c'est le patrimoine français des textes, il faudrait quand même qu'on soit un petit peu plus visible, un petit peu plus aidé. Et c'est la 2e année où ce groupe d'ecdotiques sera présent au Salon du Livre, et donc faire en sorte que les éditeurs français soient un peu plus... là, et c'est un grand moment pour Goettner de toute façon. Merci Mira Prince de nous avoir fait visiter et voyager à travers votre bibliothèque ici dans le 6e arrondissement près de Montparnasse à Paris. Et puis bon salon et bonne continuation pour cette maison d'édition qui date maintenant de plus d'1 siècle, qui mérite encore de durer encore très longtemps. Merci encore. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Voix Bolivier et Aurélie Marcet. La prise de son chez Goettner était assurée par Jean-Marie Porcher et la réalisation par Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans, la télécharger pendant 1 an et laisser vos commentaires sur nos pages. Nous continuons demain cette histoire de Beyrouth et du Liban.